le fait aussi, comme je disais tout à l'heure, de vivre dans un pays où on est, je peux dire, entre guillemets, limité, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de rôle modèle qui nous motivent en fait à croire qu'on peut faire toutes sortes de choses, qu'on peut devenir tout ce qu'on veut par rapport aux autres pays européens, comme la France, où disons que les deuxièmes générations d'Africains quand même ont su réaliser vraiment de grandes choses. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est en commençant aussi avec les expériences que j'ai eues à l'extérieur, c'est de m'intéresser à tout ce qui touche la diaspora, comment nous, même si on est né ou on a grandi, si on peut avoir un impact en tant que personne, donc de se réaliser, mais aussi un impact envers notre pays d'origine, si je peux dire comme ça. Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois ma chère Mariam Sey. Mariam, bienvenue au cercle. Merci, Habib. Merci pour l'invitation et voilà, let's go. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait un moment que qu'on essaye de d'organiser ce podcast. Finalement, on est là et je suis content pour cette opportunité. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours? Moi, je m'appelle Mariam Sey, Madame Faye. Donc, je vis entre l'Italie et le Sénégal. Et, je suis née au Sénégal et j'ai grandi en Italie. Et je suis spécialiste en communication et aspirante entrepreneur. Voilà. Ah, c'est super. Et tu me disais que t'es né et t'as grandi en Italie. Comment ça a été cette expérience double culturelle en tant que Sénégalaise ayant vécu en Italie, mais en même temps ayant cette culture sénégalaise, africaine? Je sais que moi, personnellement, j'ai des cousines, des tantes qui ont évolué en Italie et parfois, en fait, cette assimilation culturelle, ce changement d'expérience de pays, c'est pas aussi évident que ça. Comment ça a été ton expérience pour toi? Bon, je l'ai vécu naturellement, hein. Comme je disais tantôt, je suis née au Sénégal. Donc, après, à l'âge de 13 ans, je suis venue rejoindre mon père ici avec toute ma famille, donc ma mère et mes sœurs. Et donc après, j'ai continué les études, j'ai eu mon BFM, bac et mes diplômes universitaires ici. Et Mhm. disons que, bon, au début, c'était un peu difficile parce que quand même, je parlais pas la langue. Ouais, J'ai toujours vécu au Sénégal, je suis jamais ouais. sortie du pays. Donc, il y avait la difficulté de la langue. Mais heureusement, moi, j'ai eu de la chance, j'ai été bien encadrée ici. J'ai vraiment eu des professeurs top qui m'ont bien accompagnée dans l'apprentissage de la langue. Donc, après même pas 6 mois, je commençais à me débrouiller. Et aussi pour l'insertion au niveau des écoles, vraiment, ça s'est passé très bien de mon côté. Moi, après, il y a des petits détails, comme peut-être certains détails liés au racisme et tout. Mais bon, au fur et à mesure, on s'habitue par rapport à ça. Et, mais quand même, pour ce qui concerne mon entourage, les personnes que j'ai eu à rencontrer, mes camarades de classe, j'ai toujours eu vraiment une bonne expérience. Après, peut-être, je ne sais pas si c'est dû au fait que j'étais parfois la seule noire de la classe, donc exception de, voilà, vu que tu fais l'exception, entre guillemets, tu es la star, je sais pas. Peut-être c'est dû à ça, ou bien peut-être c'est dû à mon caractère, le fait que je suis une personne très open. Mais je suis une personne qui m'impose, donc j'impose le respect. Donc, j'ai toujours, malgré que je sois une personne extrovertie, ouverte et tout, j'ai toujours su mettre les limites. Donc, même si je me retrouvais aussi devant à certaines personnes, entre guillemets, qui me faisaient sentir indésirable, entre guillemets, quand même, le fait que j'impose le respect fait si qu'il y a toujours eu une limite. Et après, l'expérience, pour ce qui concerne, après le bac, aussi, j'ai toujours eu à me confronter avec d'autres cultures, vu que j'aime beaucoup voyager. Et aussi, ici en Europe, le voyage est un peu plus accessible. Donc, j'ai pu voyager dans certains pays européens. Et aussi, à travers l'expérience académique, j'ai pu vivre dans d'autres pays.
ce qui m'a toujours confrontée avec d'autres cultures. Donc, j'ai toujours été entourée de personnes de différentes cultures. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir cette approche open-minded qui fait ici que, voilà, je vivais pas certaines limites et voilà, certaines choses ne m'affectaient pas personnellement. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que quand vous avez la chance de voyager très tôt dans la vie, de découvrir de nouveaux horizons, ça vous donne une ouverture d'esprit exceptionnelle. Et ça aussi, ça vous aide dans la vie de manière générale. Et du coup, t'as fait ta formation universitaire en Italie, c'est ça? Et tu t'es spécialisé dans quoi? C'était quoi ta spécialité? Alors oui, j'ai fait ma spécialisation entre l'Italie et la France parce que les 2 premières années de ma licence, j'ai fait médiation linguistique culturelle. Donc, c'est tout ce qui est lié aux langues étrangères appliquées aussi à l'organisation internationale, donc droit international. Hmm. Donc, j'ai fait les 2 premières années ici en Italie. Après, pour le troisième année, j'ai participé à un programme d'échange qui s'appelle Erasmus. Mais c'est différent de l'Erasmus, disons, qu'on connaît en fait. Parce que l'Erasmus normal, c'est tu te fais 4 ou 2 mois ou 6 mois ou un trimestre dans un autre pays et tu gagnes de l'expérience. Mais ce programme-ci, c'était un échange d'une année. Donc, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir valider l'année dans ce pays, dans cet autre pays et pouvoir avoir le diplôme aussi. Donc, on a fait cet échange-là. Donc, nous, on était 4 étudiants sélectionnés qui ont fait une année en France et 4 Français sélectionnés pour faire une année en Italie. Et voilà, c'était la même filière en fait. Donc après, à la fin de cette année académique, donc on a fait les mêmes examens que disons, les étudiants universitaires de l'université qui nous a accueillis. Et à la fin, on a eu un double diplôme, donc diplôme italien et français. Après la licence, j'ai continué avec une maîtrise en relations internationales et coopération développement que je dois encore conclure actuellement. Et en tout temps, en Ouais. fait, j'ai fait la première année. Hmm. Après, j'ai fait une année sabbatique parce qu'en fait, je voulais un peu changer parce que j'ai compris l'importance de l'anglais. Déjà, je me débrouillais bien. Et vu que j'avais commencé à avoir des expériences professionnelles, surtout dans des ONG, et on était confronté à travailler en anglais et tout, donc j'avais cette nécessité vraiment de devenir un peu plus fluent. Donc, j'avais décidé de faire une pause académique et de continuer de faire une expérience à l'étranger où l'objectif, c'est vraiment oui, de continuer l'apprentissage, mais plus dans un contexte non académique. Donc, c'est pour cela que j'ai adhéré à un programme qui s'appelle Au Pair. Donc, ça permet d'aller vivre dans une famille américaine. Et en échange, voilà, tu les aides avec l'éducation des enfants. Et en tout temps aussi, tu fais des cours de langue, etc. Donc, après la première année de maîtrise, je suis allée une année vivre aux États-Unis, donc en Philadelphie. Et après, je suis rentrée et j'ai recommencé. Donc, j'ai débuté la deuxième année de maîtrise. Mais en tout temps, il y a eu la passion de la communication qui a Ouais, c'était ça ma prochaine question en fait, c'est quand est-ce que le marketing digital, la création de contenu, la communication, quand est-ce que ces sujets-là sont entrés dans le cadre quoi, de l'image, dans le Voilà. cadre de En ta fait, vie quoi. Voilà, en fait, vu que j'ai cette passion de voyager, j'aime beaucoup voyager, découvrir de nouveaux pays, rencontrer des personnes de différentes cultures. Et donc, en même temps, tu fais aussi de la narration, du storytelling. Donc, cette envie de vouloir raconter ce que tu vois, tes rencontres. Et surtout, le fait que j'ai grandi dans un pays qui est assez un peu euh, ignorant par rapport à beaucoup de choses. Ah, je suis Donc, d'accord. j'avais cette envie de montrer que oui, je suis une fille noire qui a grandi en Italie, qui voyage, qui a continué ses études supérieures, qui fait une vie comme les autres. Donc, c'est ça qui m'a poussée en fait à vouloir raconter et communiquer dessus. Donc, d'où la passion pour la communication. Donc, quand j'étais aux États-Unis, j'ai décidé de m'inscrire à des cours de content marketing. Donc, Hmm. je pense que c'est création de contenu management Hmm. et à l'Université of Art de Philadelphie. Donc, c'est là que j'ai compris vraiment c'est quelque chose
qui m'intéressait. Et donc, après, par la suite, j'ai fait des cours autodidactes avec Google Digital Marketing. Et après, je me suis dit que pourquoi pas ne pas officialiser, entre guillemets, cette compétence. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai décidé de mettre en pause la deuxième année de maîtrise et de m'inscrire à un master en Digital Communication Specialist. Et donc, voilà, j'ai obtenu le master l'année dernière, non, pas l'année dernière, je l'ai obtenu en 2022. Et voilà, donc maintenant, je suis vraiment dans la com. Mais n'empêche que, en fait, l'idée, c'est d'appliquer, vu que la com, c'est assez large, c'est quand même de l'appliquer au secteur, au domaine qui m'intéresse. Donc, tout ce qui touche, voilà, les projets de développement ou la partie tourisme, etc. Donc, voilà, quand même, la com, c'est une spécialité qui te permet de l'adapter selon le secteur. Et voilà. Et j'espère d'ici l'année prochaine de Mm. terminer la deuxième année de maîtrise. Ah, super, 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 c'est ton beau parcours. Maintenant, en parlant des sujets et des domaines qui t'intéressent, tels que l'entrepreneuriat, l'investissement, la recherche d'opportunités, l'encadrement des jeunes, est-ce que tu peux nous parler brièvement? Je sais que tu fais partie d'une association qui s'appelle Repeat Africa. Est-ce que tu peux parler de cette association de manière générale, mais surtout aussi personnellement de ton côté? que, Quelles sont les leçons que tu as pu tirer ou accumuler sur en fait ton passage au Sénégal ou dans les autres pays où tu as eu à rencontrer des entrepreneurs, des gens qui sont intéressés en fait, qui veulent développer leur business, qui veulent se développer sur le plan professionnel et personnel. Quel est en fait ton retour d'expérience que tu pourrais nous partager et qui pourrait aider notre public qui nous écoute? Alors, disons que déjà, ma passion pour l'entrepreneuriat est née avec mon père. Donc, parce que depuis bas âge, il continue à nous dire, il faut que vous essayez d'avoir quelque chose, avoir votre propre entreprise, ne pas dépendre des autres, etc. Et donc, voilà, moi, avant, je pensais, voilà, je finis mes études, je trouve un travail stable, donc bureau, maison, etc. Mais à force d'entendre cette fois mon père tout le temps qui nous montrait des vidéos de personnes qui ont réussi leur vie, tous ces trucs-là. Et après, un jour, il m'a montré une vidéo de Chong Yang qui s'est réalisée quand même Ouais. à l'extérieur, qui est rentré et tout. Et c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à changer ma perception des choses avec l'entrepreneuriat. Après, le fait aussi, comme je disais tout à l'heure, de vivre dans un pays où on est, je peux dire, entre guillemets, limité, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de rôle modèle qui nous motivent en fait à croire qu'on peut faire toutes sortes de choses, qu'on peut devenir tout ce qu'on veut par rapport aux autres pays européens, comme la France, où disons que les deuxièmes générations d'Africains quand même ont su réaliser vraiment de grandes choses. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est en commençant aussi avec les expériences que j'ai eues à l'extérieur, c'est de m'intéresser à tout ce qui touche la diaspora, comment nous, même si on est né ou on a grandi, si on peut avoir un impact en tant que personne, donc de se réaliser, mais aussi un impact envers notre pays d'origine, si je peux dire comme ça. Et c'est comme ça qu'en m'informant et tout, l'année où j'ai vécu aux États-Unis dans 2020, j'ai j'ai pu découvrir l'organisation Repat Africa, donc, dont je suis membre depuis ses débuts, donc depuis 2020, et actuellement, je suis responsable développement pour le pays Sénégal. Et en fait, Repat Africa, c'est une communauté d'investisseurs, des jeunes de la diaspora qui ont pour objectif d'impacter positivement l'Afrique, donc à travers l'investissement. Donc, l'idée, c'est d'investir dans des projets à fort potentiel de croissance en Afrique et aussi de faciliter l'installation aux personnes qui veulent s'installer, voilà, qui veulent vivre ou entreprendre en Afrique. Donc voilà, disons qu'à travers ces différentes initiatives, j'ai vraiment pu expérimenter le monde de l'entrepreneuriat, comprendre certains enjeux, aussi, disons, les difficultés, les opportunités qu'on peut trouver au Sénégal ou en général en Afrique. Et ici aussi, en Italie, j'ai pu aussi travailler en collaboration avec l'Agence de la coopération italienne qui avait mis en place un programme d'accompagnement pour des personnes qui voulaient entreprendre au Sénégal et tout. Donc, ce sont des expériences qui m'ont un peu ouvert, disons,
des opportunités par rapport à ce domaine, par rapport à ce secteur. Et donc, plus je suis confrontée à ce genre de projet, plus je m'intéresse beaucoup plus vraiment à tout ce qui touche les projets de développement, les projets à impact. Et bientôt, j'espère moi aussi pouvoir être un acteur vraiment engagé dans Mm. ce secteur. Ouais, ouais. T'as abordé un petit peu les défis que vous rencontrez. Est-ce que tu peux entrer en détail, par exemple, quels sont les défis que vous rencontrez dans le cadre de l'entrepreneuriat et dans le cadre de l'accompagnement des jeunes pour trouver des investissements pérennes? Je sais que moi, personnellement, j'ai eu, excusez-moi, j'ai eu à participer dans des pitchs quand j'étais au Sénégal ou dans des forums d'investissement, que ce soit la délégation régionale d'AIR, où en fait il fallait faire des pitchs, remplir des fichiers pour avoir un financement, même si que dans l'ensemble il n'y avait pas trop de suivi derrière, ainsi de suite. Je sais que l'Afrique c'est un contexte un peu différent, un peu exceptionnel, et que entreprendre en Afrique, c'est vrai qu'il y a des avantages, mais aussi ça vient avec des inconvénients. Donc pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux entrer sur ces défis, sur ces challenges, et comment en fait, quelles sont les perspectives des solutions ou d'alternatives qu'on pourrait envisager pour un peu faciliter cette relation entre entrepreneur et investissement et éviter aussi au minimum les couacs qui pourront exister, qui pourront exister entre les deux là. Alors, à travers mon expérience, donc moi, je parlerai plus d'une personne peut-être qui n'a pas vécu ou qui ne comprend pas un peu le contexte africain. Donc après, pour certains aspects, ça peut s'appliquer aux entrepreneurs locaux Ouais. aussi. Mm. Et déjà, le fait que les contextes sont différents. Donc déjà, les cadres qui permettent de développer certaines activités est totalement différent, que ce soit le cadre législatif ou même certaines facilitations. Et le fait qu'on ne connaît pas aussi, il y a un aspect qu'on néglige souvent, c'est l'aspect culturel aussi. Mm. Donc, je parle banalement, le fait qu'en Afrique, c'est important, l'importance de donner le respect aux aînés. Donc, le fait que même si Ouais. tu, même si tu es jeune et vraiment, voilà, tu sois directrice ou directeur et tu te trouves à gérer des personnes plus âgées. Donc, le fait de comprendre le mindset, comprendre aussi qu'il y a des codes culturels. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit adhérer à tous ces codes, mais quand même, c'est trouver l'équilibre, en fait, parce qu'aussi, ça peut être un blocage. Donc, connaître le marché, donc faire des recherches approfondies, être sur le terrain, parce que malheureusement, à distance, c'est un peu compliqué. On peut avoir certaines informations, mais il y a beaucoup d'aspects qu'on découvre en fait qu'en étant sur le terrain ou que quand le problème est là, en fait. Donc, faire des recherches approfondies. Le réseautage. Donc, essayer déjà de comprendre quel est le domaine de compétence ou le domaine dans lequel vous voulez entreprendre ou investir. Donc, essayer d'approcher. Donc, ou bien s'il y a des initiatives comme par exemple la semaine de l'entrepreneuriat ou des institutions comme l'APIX, la DPM ou la DER qui sont dans ce secteur-là, essayer de les approcher pour comprendre chaque institution comment ça marche. Donc, si on veut être accompagné, si c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, je veux être entrepreneur dans le monde du tourisme, l'idéal serait de voir les personnes ou les institutions qui sont déjà dedans, essayer de les approcher, essayer d'échanger avec eux. Donc, se créer un réseau de qualité qui vous permette quand même de pouvoir avoir, disons, le cadre pour comprendre un peu mieux comment évoluer. Donc, pour ce qui touche l'entrepreneuriat, une fois que voilà, on a commencé à faire des études de marché, être sur le terrain, essayer d'approfondir, voir les acteurs qui sont dans ce secteur-là, de les approcher, participer aux événements de réseautage et tout. Après, il y a aussi cet aspect quand même d'apporter sa valeur, donc une valeur ajoutée, quelque chose qui vous différencie. Et après, tester, hein. Donc, on ne peut pas tout maîtriser, Mm. même si on se forme, que ce soit aspect théorique,
que soit qu'on soit sur le terrain. Après, il y a le côté qui est le risque. Juste qu'on espère que ce soit un risque calculé, parce que quand même, on a fait le nécessaire, entre guillemets, pour avoir le cadre. Et après, on sait que l'entrepreneuriat, ça va aussi avec ça. Et après, comme on dit, il n'y a jamais un échec. C'est juste que, voilà, il y a eu un problème, on n'a pas su comment l'affronter. Et une fois que le problème, on a trouvé une solution, c'est après faire, voilà, une analyse pour voir comment, disons, on a géré ce problème pour pouvoir mieux affronter le reste. Mais l'entrepreneuriat, ça va avec ça. Pour ce qui concerne les investissements, après, ça dépend si on est un entrepreneur à la recherche, disons, d'investissement, etc., l'idée, c'est déjà comprendre, parce qu'il y a différents programmes d'investissement au Sénégal, l'idée, c'est déjà comprendre quelles sont les compétences ou bien disons, les expériences requises par le programme, parce qu'en général, si on veut postuler à des Mhm, programmes ouais. d'investissement, il y a toute une liste à Il y a respecter. ouais. Mhm. Il faut déjà comprendre si on fait partie Ouais. de la cible. Donc, déjà, c'est un travail qu'il faudra faire en amont de triage. Et s'il y a des compétences ou bien il y a certaines demandes et tout, voir si aussi on peut, même si on ne l'est pas au moment T, on peut après les compléter et tout. Et donc, parfois, il y a une sélection qui est faite au domaine d'investissement parce que, par exemple, il y a certains programmes qui privilègent plus certains domaines, par exemple, surtout, il y en a l'agriculture ou bien les domaines de la tech qui sont beaucoup plus en tendance. Donc, il faut savoir déjà faire le triage, sélectionner pour éviter de perdre du temps déjà en amont, sachant qu'on ne va pas être sélectionné parce que déjà, il y a des points qui manquent. Et après, essayer de se former, toujours se former. S'il y a possibilité de participer à des programmes d'accompagnement pour monter en compétences ou bien pour compléter, disons, pour compléter disons, les compétences qui nous manquent. Et voilà, après, il y a l'originalité de l'idée et s'il y a aussi c'est en phase par rapport à ce que s'attend aussi l'investissement. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment essayer si on veut participer à des programmes d'investissement, essayer de se rapprocher. Il y a des incubateurs qui accompagnent des entrepreneurs pour, voilà, leur rôle, en fait, c'est de faciliter disons, le matching entre l'entrepreneur et les investisseurs parce qu'eux, Ouais. ils connaissent les exigences et les demandes des investisseurs et ils connaissent aussi en général les couacs qu'ils peuvent avoir du côté de l'entrepreneur. Donc, ils sont à peu près, on peut dire, un intermédiaire qui va aider à faciliter cette connexion-là. Donc, en participant à ce genre de programme, ça peut aider, disons, à avoir plus de chances pour être sélectionné dans ces programmes-là. Oui, et je pense que tu as parfaitement raison, surtout quand tu as parlé de la planification. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et certainement tous les deux, nous connaissons des gens qui ont des idées, qui passent leur temps à planifier, à réfléchir, mais qui passent pas à l'action. Et du coup, sur le long terme, je pense que ça peut avoir un effet négatif sur leur estime de soi, sur leur confiance en soi. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est l'action qui fait avancer les choses, pas forcément les idées. On a tous des idées, on a tous des rêves, des imaginations. Mais la différence entre un rêve, une imagination et la réalité, se trouve dans l'action. Et tant qu'on n'a pas fait d'action, on peut pas en fait mesurer notre avancement. On peut pas en fait regarder en arrière pour voir si est-ce que on est sur la bonne marche ou pas, est-ce qu'on avance bien ou pas. Donc, ce que je dis à tous les entrepreneurs ou à toutes les personnes qui ont une idée, au lieu de passer des mois et des mois à réfléchir sur la couleur du logo, sur le design du site web, sur le design en fait de leur photo de couverture, je ne sais pas quoi, passez à l'action. Vous voulez créer un podcast? Mettez-vous devant une caméra, devant votre téléphone portable, appuyez sur le bouton enregistrer et commencez à parler. Et puis, au moins, là, vous avez une vidéo, vous avez une base sur laquelle vous pouvez travailler pour éditer, monter, supprimer telle phrase, peaufiner et puis publier. Et quand vous publiez, vous aurez un retour. Vous aurez en fait au moins des éléments palpables pour vous améliorer. Alors que si vous êtes là dans votre tête à imaginer des choses,
vous êtes votre propre créateur, mais vous êtes en train de vous torturer tout seul, quoi. Ça n'a aucun sens. Vous créez une idée par vous-même, vous critiquez cette idée par vous-même et vous parlez avec vous-même. Et en aucun cas, dans cette équation, il y a un œil extérieur où on s'en offre. C'est vous contre vous, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc maintenant, parlons un peu du branding, de l'image de marque. Parce que l'une des choses que j'ai trouvé et qui m'a vraiment fasciné, c'est d'abord sur les réseaux, tu as une belle présence, une bonne présence avec un marketing digital en fait bien niché, bien réfléchi. En même temps, sur Repeat Africa, j'ai vu que vous communiquez davantage sur vos programmes, vous organisez des événements. Est-ce qu'il y a des astuces ou des stratégies que tu pourrais donner à des créateurs de contenu ou des gens qui veulent en fait prendre au sérieux cette notion des réseaux sociaux en termes d'image de marque, en termes de branding, y compris moi aussi. Je suis preneur. On apprend tout ça, hein. Donc Et on toi, améliore. si tu t'es spécialisé dans ça, c'est différent, quoi. Nous, on apprend en faisant des heures, mais toi, Donc nous, on a besoin d'être voilà, au non, taquet là, c'est et à tout le différent. temps des nouveautés. Il faut toujours essayer de voilà, d'être en phase avec les changements, etc. Donc, alors, pour ce qui concerne l'image, moi, je dirais qu'en fait, il faut déjà comprendre comment on veut que les autres nous perçoivent. Donc, quelle est l'image qu'on veut refléter, mais aussi comprendre quelle est notre cible, en fait. On parle à qui? Moi, si je prends mon exemple et tout, c'est vrai qu'une personne peut te dire, voilà, moi, je suis dans beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai plusieurs casquettes. J'aime faire beaucoup de choses. J'essaie d'entreprendre dans beaucoup de choses, mais quand même, il y a, disons, quelque chose qui me différencie des autres, quelque chose, disons, un point fondamental, c'est-à-dire moi, j'aimerais bien être, disons, quand on parle de Mariam, on parle, OK, de cette personne on parle de communication et voyage. Ok. Donc, on fait une sélection déjà de comment on veut être aperçu par Ok. les autres. On essaie de mettre l'attention sur ça. Donc, par exemple, tu peux accumuler différentes. Je crois, par exemple, si tu postules à un poste ou bien si tu es sur LinkedIn et tu aimerais bien que les personnes qui t'approchent soient les personnes vraiment avec lesquelles tu aimerais être rentré en connexion. Et en fait, tu sélectionnes les points que tu aimerais bien mettre, disons, en top point. Et voilà, tu vis sur ça. Et le fait aussi d'être cohérente. Donc, si refléter cette image, essaie d'être cohérente à ça. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment d'avoir aussi, il est important aussi d'avoir, entre guillemets, cette confirmation, si c'est possible, par exemple, si je parle de compétences, etc., avoir des personnes qui confirment. Donc, à La travers crédibilité, en la fait. crédibilité, donc ça Mm. renforce la crédibilité, donc à travers des expériences que tu fais ou bien à travers des témoignages que tu fais. Bon, après, pour ce qui concerne vraiment le branding, disons que les deux choses principales, c'est vraiment quel est ton objectif et quelle est ta cible, en fait. Et en fonction de ces deux points, tu essaies de développer tous les atouts qui vont avec. Après, ça dépend du secteur, ça dépend voilà, Il y a plusieurs choses, quoi. Mais ouais. Mais en fait, tu as raison quand tu dis que ça dépend aussi de l'image que tu veux véhiculer. Je pense que c'est, sur les réseaux, en tout cas, on a cet avantage de pouvoir façonner et écrire, en fait, les pages de notre propre histoire sans pour autant laisser ça aux autres, quoi. Et je pense que parfois, en essayant d'écrire cette page du soir, on peut se dévier de notre authenticité. Parce que bon, je pense que tous les deux, on connaît des gens, en fait, il y a un écart entre leur vie réelle et leur vie sur les réseaux. Et moi, je suis pas là pour juger, mais je pense que ce serait bien aussi que ce qu'on met sur les réseaux reflète aussi la réalité, notre authenticité et les causes qui nous tiennent vraiment à cœur. Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où, en fait, le développement durable, le changement climatique, il y a des sujets, en fait, qui attirent, quoi. Il y a des sujets qui attirent tout le monde. Et du coup, tu vois tout le monde en train de faire des contenus sur ça ou se réclamer être ambassadeur de telle discipline ou de tel domaine parce que ça attire, parce que ça génère des vues.
Mais d'une part, je pense que c'est bien aussi de se dire que même si personne ne regarde ce que je fais, en tout cas, je le fais parce que j'y trouve plaisir et j'apprends et je le fais avec les gens qui comptent pour moi, quoi. En fait, merci. J'avais oublié ce point, c'est le fait d'être authentique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si je prends mon exemple, si je dis, OK, je suis passionné par le voyage, la communication, les projets de développement, et Mm. après, si tu recherches mes profils, il n'y a rien qui va avec. En Ouais. fait, OK, c'est peut-être la personne dit, OK, je ne veux pas trop communiquer sur ça, mais si on prend par exemple le réseau LinkedIn, LinkedIn, en fait, c'est un réseau professionnel qui est fait pour mettre en avant nos compétences, que ce soit nos compétences, que ce soit nos expériences personnelles, parce qu'en fait, on va rencontrer des acteurs du monde professionnel. Donc, si tu vas par exemple sur mon LinkedIn, tu vois que j'ai eu des expériences par rapport à des organismes, que ce soit liés avec l'entrepreneuriat, que je suis Mm. un aspirant entrepreneur avec mon projet Click Sénégal, donc par rapport au tourisme, la communication. Donc, tu vois que les informations qui ont été insérées, ça correspond avec, disons, cette image que je veux véhiculer. Donc, c'est important aussi de faire attention à ça parce que si on décide de véhiculer une image qui ne nous reflète pas, juste parce que peut-être c'est une tendance ou c'est juste parce que tout ou tard, ça va se voir en fait. Et cette authenticité, en fait, qui fait notre particularité et cette authenticité qui nous différencie des autres. Et c'est cette authenticité, en fait, notre point fort, ce qui va nous permettre, en fait, de décrocher certains postes dans le cadre de LinkedIn ou de marquer, en fait, notre empreinte, en fait. Donc, si on n'est pas authentique, tôt ou tard, ça saura en fait, parce que les actions ne suivent pas. Ouais. Et surtout, l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle la capture d'audience ou audience capturing. Parce que tu vois, parfois, il y a des gens, en fait, ils font une vidéo qui devient virale. Et puis, tout à coup, ils changent complètement leur stratégie de com et se focalisent uniquement sur les sujets ou sur la thématique qui était virale, en fait. Et du coup, par exemple, on sait tous les deux que les réseaux sociaux, c'est un algorithme. Et un algorithme, en fait, il a des principes, il a des manières de faire, il a des tendances. Et si on peut transformer le truc comme un jeu, quoi. Du genre, même si tu sais pas jouer le football, tu peux être un bon joueur en appliquant les principes et les règles. T'as pas besoin de réinventer la roue. C'est pareil avec l'algorithme aussi. Mais je pense que l'autre jour, je lisais un article qui s'appelait ça, la capture d'audience. Et dans l'article, on nous expliquait pourquoi, en fait, c'est pas du tout pertinent de vouloir faire plaisir à l'algorithme et de booster des sujets parce que tu te dis que ça va amener des vues, ça va générer au moins des disputes sur Twitter ou sur les réseaux et que derrière, il n'y a aucune valeur ajoutée. Par exemple, là, si tu peux parler aux États-Unis, il y a la notion d'abortion ou du débat présidentiel. Quand il y avait la pandémie Covid, on a vu des gens qui n'étaient pas du tout qualifiés à donner des conseils sur la santé, sur les vaccins, mais des créateurs de contenu lambda qui se sont transformés d'un jour au lendemain à des experts Covid, quoi, et qui faisaient tout leur contenu sur Covid. Maintenant, il n'y a plus le Covid, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir changer. Il y a des gens, en fait, chaque 2 ans, chaque année, tu les vois changer de stratégie, changer, ils deviennent un expert d'un domaine et puis un an après d'un autre domaine et c'est fascinant à voir parfois. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, en parlant de ce point-là, je vais le lier aux notions de brand ambassadeur. Mhm. Donc, c'est pas que parce que Habib Boussal, c'est quelqu'un de connu, etc., que moi, je décide de le prendre comme brand ambassadeur. Parce qu'il y a des points qui sont fondamentaux. Par Mhm. exemple, le fait que tu me dis qu'il y a une personne, genre, si un médecin parle du COVID, il est Mhm. beaucoup plus Crédible, hein. que si Mariam qui n'a pas fait des Ouais. études dans la santé qui parle de Covid juste parce que peut-être je suis connue, j'ai une audience. Non, c'est pour cela les marques doivent faire attention en fait. Et ici, je parle même peut-être, les choses commencent à changer, mais je parle peut-être par exemple du Sénégal. Peut-être qu'il voit qu'une personne qui a beaucoup de followers et il ne s'intéresse pas à quel est son domaine d'activité, quel est le ton qu'il utilise, qui est sa cible et quel contenu il véhicule en fait. Donc, c'est important qu'il y ait, disons que cette cohérence que je parlais tout à l'heure, cette cohérence entre ce qu'on véhicule
Et vraiment, est-ce que ça correspond aussi au type de communication, en fait? Parce qu'aujourd'hui, si la personne est dans son domaine, il est beaucoup plus crédible que si la personne sort de son contexte, en fait. Et même si c'est, comme tu as dit, si tu suis les tendances, disons qu'en général, plus que sur, disons, les tendances ou l'algorithme, Mm. plutôt que de dire, OK, par exemple, je suis créatrice de contenu dans le domaine du tourisme, etc., plutôt que de dire, OK, maintenant, ce qui va plus en tendance, peut-être, c'est, je sais pas, un certain type d'activité qui ne correspond pas à ce que je véhicule en général, plutôt de changer de thématique, ce serait plus de voir qu'est-ce qui marche dans ce réseau. Donc, comprendre le réseau. Par exemple, Ouais, Instagram, les Reels, les vidéos courtes, là, ça fonctionne beaucoup. Donc, c'est vrai que tout le monde utilise les Reels pour véhiculer le message, mais ils suivent ça parce ils savent que ça fonctionne sur Instagram. Et Instagram, c'est un réseau d'images, donc les images, les vidéos, etc. TikTok, c'est plus des vidéos un peu courtes, même s'il y a aussi du contenu scientifique, ça commence à changer. Mais chaque réseau a sa particularité, a son type d'audience, quelle tranche d'âge en général sur ce réseau. Selon aussi le contexte au Sénégal, par exemple, on sait qu'il y a plus peut-être TikTok qui marche que LinkedIn. Ça ne veut pas dire que tout le monde. ouais, Pour comprendre sur quel réseau je vais véhiculer mon message, quel type de format, quel est le ton que je vais utiliser selon l'audience, ouais. plutôt que de suivre le contenu en soi. Donc, c'est s'adapter, disons, disons, au format, entre guillemets, du réseau social, tout en essayant de continuer à faire véhiculer mes contenus. Après, parfois aussi, c'est important de comprendre quel est le type de contenu que veulent voir notre audience. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, en fait, ça nous permet de mieux comprendre notre cible. Et selon le besoin de cette cible, voir comment l'adapter à nous, la communication qu'on veut faire véhiculer les contenus. Mais c'est pas, voilà, Abibou me dit, je veux que tu me parles de, je sais pas, de sport, je vais commencer à parler de sport, etc. En fait, les analyses, le fait de faire des questionnements, ça nous permet de faire du benchmark, mieux comprendre. Mais en fait, c'est juste pour équilibrer et comprendre comment mieux orienter notre communication. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'adapter à des contenus qui ne sont pas vraiment en phase avec ce qu'on a l'habitude de communiquer ou juste poursuivre la tendance. Et l'important aussi, c'est voir, est-ce que si, par exemple, il y a un- disons, un argument, un topic qui est vraiment sur la table dernièrement, est-ce que je peux trouver un point commun avec moi, ce que je fais, mais pas communiquer dessus, juste pas pour communiquer dessus, parce que c'est la crédibilité, ça joue beaucoup. Oui, je suis d'accord. Et ça revient à ce qu'on disait, l'authenticité. Et je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve les réseaux sociaux comme le reflet de ma personnalité. Du genre, ce que je suis pour de vrai, je veux que ça reflète sur mes comptes Instagram, sur mes pages. Je veux qu'il y ait le minimum d'écart entre ce que les gens, en fait, voient sur les réseaux et ce que moi, je me considère en tant que personne. Parce que je pense que plus tu réduis cet écart, plus t'as pas besoin de porter des masques, plus t'as pas besoin de te montrer en fait d'une certaine manière ou de changer de comportement en fonction des situations et des circonstances. Moi, j'aime bien être tranquille dans ma paix et dans ma conscience en fait. Je cherche pas à plaire, je cherche pas à faire plaisir. Tant que je reste en paix avec ma conscience, je suis tranquille. Et je pense que oui. Après aussi, parfois, quand on parle de marque, ça dépend. Parce que, Mm, par exemple, si moi, je veux proposer un produit, je prends l'exemple, par exemple, mm, mm, je produis des bouteilles des bouteilles, par exemple, des bouteilles. mm, Parfois aussi, au-delà de ce que je veux proposer, c'est important de comprendre le besoin. Et pour mm, comprendre mm. ce besoin, il faut analyser le comportement, analyser et chercher l'insight, donc ce qui me permet de comprendre quel est le besoin que cette personne a, pour pouvoir comprendre quel type de communication je vais proposer pour que cette personne comment le mot, se sente Impliqué. impliqués et se sentent intéressés par rapport à mon Mm, produit. Donc mm, mm, aussi, ça dépend,
Ça dépend. Mais je comprends. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, je pense qu'on dit deux choses différentes. Ce que tu dis, c'est que, par exemple, avant de faire un projet, ou avant de lancer un nouveau produit, c'est normal que tu fasses une analyse de marché, tu identifies les besoins et les attentes des consommateurs et que tu fais un projet, un prototype, un produit que tu donnes à tes clients pour qu'ils testent et qu'ils te fassent un retour. Et sur la base de ces retours, tu améliores ton produit et tu fais, en fait, un produit de qualité qui répond à leurs exigences. Ça, c'est la voie logique. Mais d'habitude, j'ai l'impression que sur les réseaux, il y a deux manières. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'entonnoir. C'est un peu comme l'entonnoir, quoi, le forme de l'entonnoir. Parfois, il y en a, en fait, qui mettent tout, en espérant qu'il y en a un qui va sortir et qui devienne en fait la star. Par exemple, c'est comme les cabinets de management des joueurs ou des athlètes. Par exemple, tu vois un cabinet, il peut signer 1000 joueurs en espérant que parmi les 1000, on aura derrière au minimum un Messi ou un Cristiano Ronaldo. Ça, c'est une astuce qui peut marcher, par exemple, dans ce domaine-là. Mais dans le domaine du réseau, vu que tu es là, tu te montres et que tu veux tester plusieurs idées à la fois, plusieurs choses à la fois, en espérant qu'il y en a un qui va se démarquer, je pense pas que cette stratégie est la bonne parce que à force de tester en temps réel avec les autres, tu es en train de dire à tout le monde que tu es expert en tout, tu fais tout et que t'as pas de niche, quoi. Et je pense que ça va un peu perturber ton audience. En fait, moi, je préfère regarder quelqu'un à qui je sais que lui, son domaine, c'est ça. Par exemple, ça peut être un joueur, ça peut être un modèle, ça peut être... En fait, je regarde pas le contenu d'un modèle en me disant que je vais trouver des conseils sur le développement personnel. Non. Il y a quelque chose... La Euh, cible, en fait. Parce ouais, c'est ça. qu'en général, on te dit, ah, moi, je parle à tout le monde. Non, Non, tu peux pas parler à tout le monde, c'est ça. dans ta tête, toi, tu sais à qui tu Euh, t'adresses. Genre, euh, je sais que si je veux vendre cette bouteille, par exemple, c'est une bouteille qui s'adapte aux personnes qui font du sport, etc. Je vais essayer disons, de développer ma communication autour des bienfaits, le fait que cette bouteille, tu vas trouver, par exemple, il y a un clignotant qui te fait dire, OK, tu dois boire, le fait que c'est une bouteille qui s'adapte aussi si tu es en mouvement, si tu vas à la salle, etc. Donc, je sais que la cible directe, c'est cette niche-là, en fait. Donc, je développe ma communication avec cette niche et ça va me permet de mieux atteindre mes objectifs. Après, indirectement, tu peux avoir une cible indirecte qui peut avoir, disons, certains points et que indirectement va amener à d'autres ouais, niches. Mais en fait, il faut que tu sois focus sur une niche et après, ce sera même cette niche-là qui fera ta propre promotion. Mais tu ne peux pas parler à tout le monde, en fait. Parce que tout le monde, ouais, c'est et, ça. tout le monde n'a Et, pas les mêmes besoins, en fait. Et c'est et, ça qui est un peu difficile à expliquer par rapport aux clients. ouais, c'est difficile parce que à force de vouloir dire tout et parler à tout, tu finis par parler à personne et à dire rien, quoi. C'est Et juste c'est comme ça. surtout pour le long terme, hein, parce que Ah, parfois, ah, tu peux faire quelque chose one shot, ça explose et tout, tu dis, OK, on continue. Non, toi, tu dois mettre ta stratégie en place et tu continues. Après, parfois aussi, il faut ajuster. Parce que tu peux mettre ta stratégie en place, tu testes quelque temps, une trimestre, semestre, ouais, tu vois là où tu peux ajuster. Si ça ne fonctionne pas, tu remets une autre stratégie, mais tu ne peux pas te baser sur les trucs one shot, en fait. OK, ça a explosé, on continue sur ça, puis ça ne fonctionne plus, je dois toujours réinventer. Sur le court terme, ça peut fonctionner, mais sur le long terme, ça ne marche pas, en fait. ouais. En même temps, comme tu disais, on sait que c'est un algorithme. Par exemple, moi, je sais que si je tenais pas, en fait, à ma réputation et à certains principes et valeurs, je peux faire un podcast avec quelqu'un et puis choisir, en fait, un titre accrocheur et une photo et mettre ça comme photo de couverture, mais je sais que ça va attirer les gens. Par exemple, j'ai eu des gens sur le podcast qui parlaient de certaines situations qui sont allés jusqu'à pleurer, en fait. Si j'étais quelqu'un qui était intéressé par la capture d'audience, je pourrais prendre en fait la photo de la personne en pleurs et mettre ça comme photo de couverture pour ma vidéo avec un titre accrocheur. Dire, écoutez ce que le mec a dit sur autre personne, mais je ferai pas ça parce que ça n'a aucun sens. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'échange. En même temps, si une personne vient sur ta plateforme, c'est d'une part parce qu'elle te fait confiance, quoi. Donc,
Donc, je vois pas l'intérêt c'est comme parfois, tu regardes le site Scéneweb, par exemple. Scéneweb, tu regardes un titre, mais tu te dis c'est la fin du monde. Tu Tu cliques cliques sur sur le le titre, titre, Et ça n'a rien à voir. ça ça n'a n'a Et en rien rien fait, à à voir. voir. Et sur quand, le monté, ce sont les hooks, en fait. Sur le monté, tu ouais. mets des hooks qui n'ont rien à voir. Et moi, ça me fait mal, ça. Quand je me fais avoir, je suis fâché. Tu Je te Mais dis dis non, après, non, c'est c'est ça pas pas dépend au possible. possible. fur et à mesure, tu vois que ça, c'est le style. Donc, tu sais tout le temps que tu vas avoir, entre guillemets, une déception par rapport à ce que tu t'attendais. Et Euh, au fil du temps, ça va plus continuer à marcher, en fait. Parce que tu vas dire, OK, ce type de style, ici, ils font cette communication-là, et moi, ça m'intéresse pas. non, franchement, ça doit être un crime, quoi. Parce que ça, c'est vraiment, ça doit être un crime. Parce Mais que moi, à moi, à chaque Non, chaque fois mais que fois, c'est ça ça vrai m'arrive, m'arrive, que je me ces je sites suis, je me suis sénégalais-là, fait me suis fait c'est avoir. avoir, vrai là. qu'ils trouvent tout le temps des choses différentes. Moi, ce que je fais, c'est que parfois, je rentre même pas. Je regarde les commentaires et je fais mon délire et après, Alors, je zappe, quoi. Non, je je te te dis. dis, c'est grave. Donc là, j'ai juste quelques questions avant qu'on boucle. Est-ce que tu peux nous parler d'un mentor qui t'a vraiment marqué dans ta vie? Ça peut être un mentor vivant ou quelqu'un qui n'est plus là, peu importe, mais quelqu'un qui t'a vraiment marqué, qui t'a aidé et Qui qui t'a t'a inspiré, inspiré, quoi. quoi. Ah, bon, moi, je dirais, mon père et ma grand-mère. Donc, tu m'as demandé un, mais en fait, Ah Ah oui, oui, je je suis suis d'accord. d'accord. Ils liés. Ils sont sont liés, liés, c'est la c'est même la même chose. Ils chose. sont liés, en fait. Comme je disais, si j'ai cet esprit, entre guillemets, esprit ouvert, le fait de vouloir tester de nouvelles choses, le fait de ne pas avoir peur, c'est mon père en fait. Parce que moi, peut-être de base, je fais très attention, j'aime pas trop risquer, etc. Il y a beaucoup d'expérience. Ouais, c'est lui qui m'a... Genre moi, le premier job que j'ai eu à 17 ans et je devais voyager, tous ces trucs-là. Mais j'ai toujours eu une personne qui était là à me dire, vas-y, teste et tout. Même pour l'entrepreneuriat, le fait que, OK, je devais venir au Sénégal, je trouve que j'avais pas trop d'expérience, même si lui, il n'est pas d'accord. Ah, Moi, je dois accumuler beaucoup d'expérience pour être crédible, tous ces trucs-là. Donc, il a toujours été cette personne qui me dit, en fait, vas-y, teste. Et si ça marche pas, voilà, voilà. C'est c'est pas pas la la fin fin du du monde, monde, ouais, ouais, c'est c'est pas pas la la Se fin fin du du monde. monde. réinvente. Donc, c'est grâce à lui Hmm. que j'ai cet esprit de me réinventer. J'ai pas peur de recommencer. J'ai pas peur de suivre mes passions, etc. Et si j'en suis là, et si aujourd'hui j'aspire à avoir mon propre projet, etc., c'est grâce à lui. Et ma grand-mère de facto, parce que euh, pour- il y a beaucoup d'aspects de la vie où, en tant que femme, tu te sens limitée. En plus, femme sénégalaise, musulmane, il y a certains aspects où, voilà, la société parfois veut te limiter et tout. Et elle, vraiment, elle me dit en fait, si moi j'ai réussi à faire ça dans une période où vraiment il y avait beaucoup de limites, aujourd'hui que vous avez beaucoup plus d'opportunités en fait, si tu dis, ah, je veux pas faire ça ou j'ai peur de faire ça juste pour ça, c'est une excuse en fait. Parce Ouais. qu'elle, elle travaillait et elle travaille et étudiait. Et même après avoir eu 4 enfants, elle continuait à étudier, à faire ses trucs et tout. Et moi, quand on me disait, mais pourquoi tu te maries pas? J'ai peur que ça, voilà, ça ait un impact et tout. En fait, c'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, avoir des rôles modèles qui te poussent, qui te motivent et qui te montrent, en fait, à travers leur expérience que c'est possible, ça a vraiment façonné ma vie. Après, j'en ai d'autres, mais si je dois prendre d'autres personnes vraiment qui font de moi ou ce que je suis aujourd'hui, ou qui orientent ma vie, c'est voilà, mon père et ma grand-mère. Ouais, Ouais, super, super, super. super. Est-ce qu'il y a un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de cet échec-là? Alors, bon, moi, je ne pourrais pas parler d'échec parce que j'ai changé ma notion par rapport à l'échec. Genre, pour moi, avant, ne pas réussir quelque chose, c'était un échec. Parce que pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? Ou bien pourquoi je fais comme tout le monde et pourtant les autres ont un résultat et moi, j'en ai pas. Donc, avec les expériences de la vie, etc., j'ai changé ma notion de voir les choses. Donc, je ne parlerai plus d'échec, mais je parle simplement d'une expérience d'apprentissage. Donc, peut-être ça n'a pas fonctionné. Quelles sont les leçons que je vais tirer de cette expérience? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est en fonction de ma personne ou bien est-ce que c'était quelque chose que je ne peux pas contrôler, donc tout simplement ça devait aller comme ça? Donc en fait, je ne parlerai pas d'échec, mais juste une expérience qui me permet d'apprendre plus. Voilà. Super. Super. Est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes de combattre actuellement en ce moment? Euh, bon, je dirais peut-être l'indécision.
Ouais. Donc, Euh, parfois, je peux être très, très décidée. Genre, je dis, je fais ça, je vais faire ça, j'ai les idées claires. Mais parfois, il y a toujours ce sentiment un peu de ne pas réussir, ou bien si ça ne marche pas, etc. Donc, parfois, je suis un peu indécise. Même si je sais ce que je veux, c'est juste la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur de ne pas faire les choses selon le timing que je veux. Mais quand même, je suis en train de faire un travail sur moi-même pour vraiment avoir ce mindset de, euh, même si les choses ne vont pas dans la direction que tu voulais, en fait, Mhm. euh, Mhm. voilà, se réajuster, en fait. Le fait de travailler sur l'aspect, être beaucoup plus flexible, de dire, OK, les trucs ne sont pas passés comme tu veux, comment je peux m'adapter? Donc, voilà, Ouais, c'est un et peu je je ça. pense que pense que sur ce point-là aussi, la préparation aussi, ça aide parce que moi aussi, j'ai traversé des moments où c'était comme ça, mais je me suis rendu compte que plus tu t'informes et que tu te prépares, plus tu réunis assez d'éléments et assez de preuves tangibles qui font que le chemin devant toi, en fait, va sembler être moins zigzagué que tu pensais, quoi. Mais c'est normal, hein. On aura tous des phases pareilles où on a du mal à prendre une décision. Dirais plus, c'est plus en fait cette envie de vouloir réussir cette chose coûte que coûte, ouais, Ouais, ouais. ouais. mais aussi le fait que parfois on n'est pas conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui, c'est C'est ça. ça. C'est l'acceptance, quoi. Le conseil que j'ai reçu, c'est qu'en fait, si c'est quelque chose que tu ne veux pas contrôler, en fait, ça ne dépend pas de toi. Donc, il faut Faut laisser Faut les choses l'accepter, l'accepter, ouais. ouais. aller Faut comme l'accepter. L'accepter. ils doivent aller, en fait, Ah, comme elles doivent aller, en fait. Donc, c'est cette conscientisation de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler. Et tant que c'est en dehors de notre contrôle, voilà, on fait ce qu'on peut et that's it, hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce que il t'a un livre ou un documentaire ou une série ou quelque chose que tu aimerais nous recommander qui t'a vraiment servi, quoi? Ça peut être un livre, ça peut être peu importe, mais une astuce, un outil, quelque chose que tu utilises régulièrement ou un livre que tu as lu qui t'a marqué, que tu aimerais nous partager. Que moi aussi, j'aime bien lire des livres, mais Ou ou des des Alors, bouquins. trucs, moi, mais bon. ça dépend, hein. Moi, ça Mhm. dépend des périodes où je lisais beaucoup, mais Mhm. après, avec les études où on te taxe Ouais, Ouais, ouais. de vraiment de documents, de trucs à chercher. Ah, Donc, Ah. dernièrement, je lis pas beaucoup. Ok. Mais ok. quand même, le livre que j'ai eu il y a deux livres vraiment qui ont eu un impact dans ma vie. C'est L'Alchimiste, je pense, parce que Ouais, de Paulo Coelho, ouais. voilà. Mhm. C'est L'Alchimiste, parce que vraiment, c'est lié à cette notion que tout peut se réaliser. Il y a des choses que tu peux pas contrôler. But, malgré tout ça, en fait, c'est de croire en ses rêves, en fait. Donc, cet aspect-là, j'aime beaucoup parce que je suis une personne qui rêve beaucoup, mais au-delà de rêver, je suis une personne aussi qui essaie de réaliser et de rendre ses rêves concrets, en fait. Mhm. Donc, mais si tu n'as pas cet espoir de pouvoir rêver, tu vas rien réaliser. Donc, c'est important pour moi dans la vie d'une personne de pouvoir rêver et surtout cet aspect du contrôle qu'on ne peut pas tout contrôler. Mm. Et maintenant, quelle est la vision là en ce moment? Là, tu es retourné en Italie, tu as passé quelques mois au Sénégal. Est-ce que tu as des projets dans le futur? Quelle est la vision dans les prochaines années? Alors, non, je voulais juste ajouter que j'ai aussi Vas-y. un autre livre pour les Euh, personnes multipotentielles comme moi, c'est-à-dire ouais, qui ont ouais. fait beaucoup de choses, qui sont éparpillées, mais pas éparpillées. C'est pas le fait d'être éparpillé. C'est le fait qu'on D'être Polyvalent, polyvalent, quoi. quoi. on a différents centres d'intérêt et on peut réussir dans tous ces centres d'intérêt. Parce qu'avant, euh, en fait, avant, je ne disais pas, j'étais critiquée, mais quand je racontais les passions que j'avais cette impression que, voilà, comme on dit, si tu es concentré sur beaucoup de choses, tu finis par rien faire. Donc, depuis que j'ai découvert cette notion de multipotentialité, en fait, j'ai réussi à mettre un mot à quelque chose qui me définit. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment différentes passions et dans les différentes passions, vraiment, je les fais bien. Et donc, ce livre-là aussi m'a aidé. Ça For One, one, ouais. ouais. The Mhm. One Thing. Ouais, Et Ah, c'était ma j'ai, famille d'accueil qui me l'avait. ouais, j'ai j'ai lu lu ça. ça. C'est, comment il s'appelle l'auteur? Gaël, L'auteur, c'est Gaël, quelque chose King. c'est un entrepreneur, je me...
Oui, oui. Gary Keller. Ouais, Ouais, Gary Gary Claire, Clare, ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. C'est C'est un un bon bon livre. livre. Et Et tu tu verras Voilà. verras, là, dans le livre, on parle du pouvoir du moment présent. Ça va t'aider là. Parce Et que en toi toi qui, fait, qui qui moi, parle parles du du ça, contour, contour là. là. c'est ça, je Mhm. l'ai lu en 2020. C'était ma Ouais. famille d'accueil, donc aux États-Unis, qui me l'ont offert. Mhm. Parce qu'ils avaient compris quel type de personne que j'étais. Et Mhm. je leur parlais de mes projets, etc., que je veux tout faire, mais je ne sais pas comment faire, etc. Ils m'ont donné ça en cadeau. Et vraiment, ça m'a vraiment aidé. C'est-à-dire le fait de pouvoir réfléchir par priorité. C'est-à-dire tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas faire tout Mais Une une fois, fois, une à une à la la fois, fois, une une à à voilà, la la fois. step fois. by step, et Step pouvoir Step by by avoir step. step. cette vision, je sais pas, avoir le big picture en tête, donc donc je sais pas comment dire ça en français, le big picture, Ouais, et, ouais. et dans ce big picture, savoir que voilà, pour réussir à mettre les pièces du puzzle ensemble, je dois faire ça maintenant, après ça, pour Ouais. pouvoir, à la fin, tu vas tout faire mais pas au même moment, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé à façonner ma vision par rapport à la vie et à mes passions. Ouais, c'est un bon livre que je recommande à tous, hein. Je mettrai les liens dans les show notes aussi. Des Les deux deux Voilà. livres que livres que tu as tu as cités, cités, hein. hein. Et la dernière question, je me rappelle, je me souviens Ah, plus. Ah non, je parlais, je pense que quand on a parlé rapidement, avant juste quand on a parlé pour la préparation du podcast, tu me disais que tu avais quelques idées et que là, tu viens de retourner du Sénégal, et que peut-être toi, tu vas bientôt démarrer certains projets. Donc, je me demandais en fait, quelle est la vision dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu as des projets en ce moment qui sont en cours de réalisation que tu voulais partager avec les gens? Sinon, bon, c'est c'est pas pas grave. grave, hein. Ok, déjà dans 5 ans, je me vois déjà vraiment à fond dans mon projet personnel, donc qui est mon projet qui s'appelle Click Sénégal. Donc, Mhm. déjà, d'où est né ce projet-là? Déjà, comme je disais tantôt, je vis dans un pays qui est assez ignorant par rapport à l'Afrique et qui pense qu'encore qu'on vit dans des maisons de Ouais. Ah, carrelage et tout. Voilà, il y en a, Ouais, mais les les pas la totale. Italiens. Donc, cette volonté, en fait, de montrer, cette volonté de combattre cette ignorance, c'est ça qui m'a toujours fait penser que je veux faire découvrir le Sénégal, je dirais même l'Afrique à travers le Sénégal autrement, vu que je suis originaire du Sénégal, donc je vais commencer par le Sénégal. Et donc, l'idée avec ce projet-là, que j'espère lancer, en fait, l'idée c'était de le lancer cet été, mais pour des raisons professionnelles, personnelles, je suis rentrée ici en Italie pour des questions personnelles, donc, parce que il faut que je sois sur le terrain. Donc, ce qui m'a aidé, c'est que ces 3 dernières années, j'ai pu faire beaucoup de va-et-vient et vivre des périodes de 6 mois jusqu'à 1 an au Sénégal. Et récemment, avec Repat Africa, où j'étais responsable développement au Sénégal. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir beaucoup de choses, être sur le terrain, rencontrer différents acteurs sur différents domaines et de mieux comprendre les enjeux du terrain et aussi de pouvoir nouer des partenariats avec des collaborateurs. Et l'idée, c'est vraiment, dans 5 ans, vraiment être à fond, à 100% dans l'entrepreneuriat avec mon projet Click Sénégal, qui a vraiment l'objectif de faire découvrir l'Afrique à travers le Sénégal autrement. Donc, le branding Africa, c'est-à-dire changer l'image et la narration qu'on a de l'Afrique. Et moi, je pars de mon pays d'origine, donc le Sénégal, et mettre en avant le savoir-faire de nos artisans. Parce que vraiment, on a beaucoup de choses à montrer, même s'il y a un travail qui se fait. Mais je pense que on a tellement de choses qui est raconté par la voix des autres qui ne sont pas vraiment... euh, c'est des voix qui ne leur appartiennent pas. Donc, qui, pour nous, qui sommes vraiment africains, qui sont sénégalais, qui reflètent vraiment cette personnalité, de pouvoir raconter notre propre histoire et vraiment mettre la lumière sur aussi toutes les bonnes choses et les merveilles qu'on a, plutôt que de se concentrer tout le temps sur la famille en Afrique, les guerres, les choses qui ne vont pas, comme si en Europe, il n'y en avait pas. Et donc, en fait, changer la narration, le storytelling qu'on a du Sénégal, mais aussi
être d'intermédiaire parce qu'en fait, pour moi, je me considère comme citoyenne du monde parce que voilà, je suis née au Sénégal, j'ai grandi en Italie, j'ai eu des expériences à l'étranger. Je me suis toujours confrontée avec d'autres cultures et sincèrement, je me vois beaucoup plus comme citoyenne du monde, même si c'est vrai que j'ai une base, mais voilà. Et j'aimerais bien à travers ce projet aussi mettre en valeur ça. D'un côté aussi, accompagner les jeunes qui sont nés, qui ont grandi ici, de connaître leur culture, leur pays et de les aimer. Parce que l'image qu'on les raconte ici fait ici que beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer en Afrique ou beaucoup de personnes ne veulent même pas y aller parce qu'on a une histoire qui est vraiment stéréotypée. Donc, Ouais. jouer déjà avec les enfants sur ce côté-là, d'aimer notre propre culture, même si on a une double culture, hein, mais d'aimer aussi cette autre culture qu'on a, et croire en soi, croire qu'on peut tout faire. Et de l'autre côté aussi, faciliter aussi l'installation ou les personnes qui veulent venir au Sénégal plus pour côté business. Donc, ça touche la culture, disons, la promotion de notre savoir-faire, l'intermédiation entre deux pays en mettant en place vraiment des services qui pourront servir aussi à la diaspora. Super. En tout cas, merci beaucoup, Mariam. Ça fait un plaisir. J'ai beaucoup appris de ce podcast et je te souhaite que le meilleur au monde et que de la réussite pour tous ces projets-là. Et je sais que vous êtes en train de faire un travail exceptionnel avec Repeat Africa. Bon, j'espère que ça va continuer sur la bonne marche. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais partager avec notre public avant qu'on boucle? Ou si tu as des choses à partager aussi, n'hésite pas. Donc, déjà, je tiens à te remercier pour cette opportunité parce que voilà, ça permet tout le temps d'échanger. Ouais. Ouais. Voilà, c'est toujours intéressant. On apprend des choses, on découvre. Ouais. Ouais. On On découvre découvre des des Merci choses. déjà. Et pour le reste, bon, je vais parler à mes confrères de la diaspora que voilà, nous aussi, on a notre mot à dire. Nous aussi, on doit vraiment essayer d'avoir un impact dans notre pays d'origine, que ce soit qu'on veuille retourner y vivre ou pas. Mais même à distance, on peut avoir notre impact. Et nous, on est tous ambassadeurs, en fait. Parce que moi, je me dis, quand on est à l'étranger, en fait, l'erreur d'une personne va être en fait utilisée pour être contre toute une communauté. Ouais, 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 Entre ouais. guillemets, Vous êtes ouais. vrai. on est une minorité. Donc, avoir Ouais. aussi cette sens de responsabilité que la manière dont on réagit, nos actions ont aussi un impact vers les autres. Donc, c'est important de savoir qu'on est des ambassadeurs, même si on n'est pas au pays, on est des ambassadeurs. Et aussi, c'est pas parce qu'on est ici qu'on ne doit pas penser à là-bas. Voilà. Ouais, 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 je je suis suis d'accord. d'accord. On est quelque part, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, je suis tellement d'accord avec le fait d'être un bon ambassadeur. Ça, c'est vrai. Parce que surtout à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu un contact avec un Sénégalais. Et leur premier contact avec un Sénégalais, peut-être c'est toi, c'est la personne qui est devant eux. Et si jamais tu leur montres une belle image du pays, si jamais tu te comportes bien, ça veut dire que tu nous as bien représentés. Et ça, on peut pas payer en fait. Ça, c'est la récompense ultime, quoi. Et En Et fait, c'est c'est il ne important. s'agit pas, parce qu'après, il y a des personnes qui vont te dire, ah, on n'a rien à démontrer. Il ne s'agit pas de démontrer quelque chose, en non, fait. Non, 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 C'est juste juste soyez que, par quelqu'un de exemple, moi, bien, je quoi. prends mon pays où j'ai Mhm. grandi, l'Italie. Mhm. L'Italie, on sait qu'il y a des mafiosi. Je ne sais pas comment on dit Ouais. ça en Mhm. français, les mafiosi. Mais Ouais, c'est pas que l'Italie, Les ils vont nous mafias, mafia, vendre à ouais. ouais. l'extérieur comme étant des mafiosi, etc. Non, Non, on non. essaye d'exporter la gastronomie italienne. C'est C'est pareil avec Florence aussi, c'est pareil avec Paris, quoi. Genre, chacun essaye de vendre son histoire, mais la réalité est autre. Voilà, il s'agit juste qu'il y a tellement de voix qui ont raconté de l'Afrique qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, qu'en fait, nous aussi, on doit vraiment se poser pour dire non, on se réapproprie de notre propre voix, en fait. C'est ça. Euh, non, je suis d'accord. On doit raconter notre histoire par nous-mêmes avec les images qui nous valorisent, mais pas forcément laisser les autres raconter cette histoire à notre place, quoi. Et je pense qu'aucun pays n'est parfait, aucun peuple n'est parfait. On a tous nos bas et des hauts, on a tous des parties sombres de notre histoire, mais l'essentiel,
c'est de montrer les côtés positifs et de savoir se vendre comme ce que font les Occidentaux de Voilà. manière générale. Et Et pourquoi c'est toujours, important. quand il s'agit d'Afrique, voilà, il n'y a que il Ouais. y a que le négatif. Que les négatifs, ça me fait mal, ça, ouais. Ça me Ça me fait Moi, fait c'est mal. ça mal. qui me dérange, hein. Ah, Ah, ça ça me fait fait mal. C'est ça mal. qui me dérange et c'est ça un peu, c'est cette flamme-là qui fait ici que je veux toujours jouer mon rôle, mon impact sur le branding qu'on a de l'Afrique en fait. Ici, Ouais, il y en a trop. Tout le monde se ouais, permet de dire ce qu'ils veulent, comme si, ouais. voilà, ici c'est l'Eldorado et c'est pas le cas. Ah, et en même temps, tu sais à quel point tu aimes ton pays. Quand tu sors, j'ai l'impression que tu t'es plus attaché à ton pays parce que tu passes ton temps à raconter en fait l'histoire de ton pays, à vendre ton pays. Par exemple, moi, avec mes collègues où je travaille, qui sont des Français et des étrangers, je passe mon temps à leur expliquer la beauté du Sénégal, la diversité du Sénégal. J'ai l'impression, parfois même, ils me font connaître davantage mon pays, quoi. Parfois, ils peuvent poser des questions que j'ai même pas les réponses. J'ai obligé d'aller chercher sur Google, de demander à mon père ou à ma mère pour mieux comprendre, pour mieux leur expliquer. Et sur le long terme, ça m'aide aussi, quoi. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant, quoi, tu vois. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup, Mariam. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, je mettrai en show notes tous les liens, quoi. Les liens des pages de Mariam, les livres qu'elle a cités aussi. Je mettrai les liens Amazon dans les show notes. N'hésitez pas à lui envoyer un message, à partager avec nous ce que vous avez appris de cet épisode ou même à lui envoyer des messages si vous avez des questions particulières par rapport à Repeat Africa. Merci beaucoup, Mariam. C'était vraiment un grand plaisir. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi, Bibo. C'est À la À la prochaine. prochaine. En En attendant. attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.